Alors, désolée pour ce contretemps. Donc, bonjour tout le monde. Donc, bon, je suis désolée parce que je pense qu'on aura une présentation qui sera un petit peu décalée dans les slides. De toute façon, on mettra à disposition sur le site du PEPR la présentation un peu mieux cadrée. Donc, bonjour à tous. Donc, on va vous présenter, on va vous restituer les travaux préparatoires sur ce programme ciblé numéro 5 sur le numérique et les données du projet du PEPR Forest. Donc, c'est un programme ciblé qui a l'objectif de structurer un volet numérique et données pour la communauté Forest. Donc, c'est une présentation que nous avons préparée à trois avec Christian Pichot que vous venez de voir, et Fabrice Bénédé, qui est en ligne aussi de Forêt et Société du CIRAD. Donc, concernant ce programme ciblé, on va essayer de passer à la suite. Comment tu fais? Normalement. Ah, voilà, c'est bon. Tu fais avec ça, d'accord. Donc, en fait, l'architecture du programme complet s'articule autour de 5 défis scientifiques. Alors, 4 défis, enfin, il y en a 5 parce que je pense qu'il y a le think tank qui est dessous. Donc, ce sont des défis scientifiques sociétaux. Hein, vous voyez pour le premier, dans le cadre associé aux transitions des écosystèmes forestiers. Il y en a un deuxième qui est autour du développement d'une économie circulaire agile sur la question forestière. Le troisième donc défi, c'est promouvoir l'adaptation et la résilience et le potentiel d'adaptation des socio-écosystèmes forestiers. Et le quatrième est autour du monitoring des forêts pour la science, la gestion et les politiques publiques. Donc, il y a également donc un volet think tank qui est plutôt de l'ordre de la synthèse et de restitution de connaissances autour de tout ce qui va être produit. Et donc, ces grands défis s'appuient sur 5 programmes cibles que vous avez en bas. Vous avez donc le Forest Hub qui appuie ce think tank, cet endroit où on va produire de la prospective, de la synthèse, etc. Il y a le Régé Adapt qui est le premier programme ciblé projet ciblé donc autour de la régénération. Hein, le deuxième, il est sur l'approche multirisque des forêts. Le troisième est sur le monitoring et le quatrième donc qui est le cinquième pour nous c'est Numdata, donc c'est le support on va dire ou l'appui à la question du numérique et aux données. Donc plusieurs organismes impliqués avec un système donc, de pilotage à deux sur ces programmes ciblés. Donc il y a plus d'informations bien sûr sur le site web. Donc, de façon plus macro, si on positionne Numdata, donc c'est le PC5, finalement, il est en appui, en soutien sur les 4 autres programmes ciblés. Et donc, on voit bien apparaître une question de dimension, multidimension de données, à la fois peut-être plus de la télédétection que vous voyez sur le monitoring, plutôt en haut à gauche sur la régénération, sur l'approche Living Lab, etc. On va être plutôt sur des approches peut-être SHS, ou en tout cas où on va mobiliser peut-être des dires d'acteurs et d'autres compétences. On a également l'analyse risque, multirisque à base de modèles, par exemple, et puis on a également tout ce qui est autour de la biodiversité, qui est l'autre petit visuel. C'est une façon synthétique de montrer que l'on brasse assez large un certain nombre grands types de données et d'aspects numériques. De façon concernant la construction, ça a été quelque chose quand même qui a été mené un peu à marche forcée, hein, on va dire. Donc c'est un peu la difficulté que l'on a et avec les collègues de pouvoir vraiment avancer agilement. En tout cas, le positionnement du PC5, c'est ce que vous avez vu dans une slide précédente, c'est bien que l'on est en appui aux 4 autres projets ciblés, en tout cas dans l'approche, et aux futurs projets sur l'appel à projet qui va exister donc courant 2025, hein, c'est ça. Donc on est aussi à l'interface des acteurs du numérique
au niveau national. On a donc dispensé 3 webinaires de présentation, donc c'est sur le premier semestre 2023. Et nous avons fait 2 webinaires récemment, là, en novembre, auprès des porteurs d'enjeux pour expliquer la démarche. Donc c'était une présentation collective. Et ensuite, donc pour construire le PC, finalement, on s'appuie sur les 4 projets ciblés. Donc on a déjà des inputs, on va dire, de la part de ces projets-là. Et on a reçu alors 5 expressions d'intérêt. Donc on fait partie des programmes les plus pauvres en termes d'expression d'intérêt, mais en fait la richesse vient des autres programmes. Ce qui fait qu'on a bâti le projet sur cet ensemble-là. Donc vous pouvez avoir un peu plus d'informations sur le site web Forest. Donc, les finalités de ce projet ciblé, c'est l'accompagnement, ce que on vient de préciser, hein, au PC et au projet, l'appel à projet. C'est traduire le paysage numérique national qui se présente à nous et l'adapter, ou en tout cas, travailler à une adaptation pour la communauté Forest. Donc, c'est traduire des besoins et faire en sorte que les besoins de la communauté puissent être servis par ces services numériques nationaux. On va voir plus en détail, hein, ce que sont ces services. Et puis, un autre objectif, ça a été vraiment de nous organiser, nous, PC5, pour interagir justement avec ces acteurs nationaux. C'est-à-dire qu'on est vraiment un work package qui permet d'avoir un lieu de discussion, de recommandation, d'échange avec ces acteurs externes du numérique, externes au programme, au PEPR. Donc, les relations partenariales, elles sont à la fois dans la volonté d'associer des organismes de recherche dans le Work Package du PC5. Donc, il y a tout un travail et ce n'est pas fini. Donc, des collègues sont associés, hein, ils sont aujourd'hui nous écoutent, mais nous cherchons à constituer une task force qui puisse drainer en fait l'ensemble, enfin un certain nombre d'organismes de façon à avoir un meilleur impact et puis s'étoffer de compétences sur les différents types de données et différentes approches que l'on a dans le PEPR. Dans les partenariats avec les IR, les premiers qui sont ciblés, c'est bien sûr INSILVA, dans l'IR thématique INSILVA, France, ANA et France. On a également tout un axe SHS hein, avec Humanum Progedo. Et puis 3 points de suspension parce qu'on pense que peut-être d'autres infrastructures peuvent voir le jour à travers la dynamique des PC, des autres PC. Voilà. Et puis des infrastructures plus numériques comme Dataterra, il y a le PNDB, puis 3 points de suspension parce que bien sûr on ne s'interdit pas de travailler avec d'autres, en tout cas de travailler en interaction avec d'autres infrastructures. On a également le volet donc recherche DataGouv, hein, c'est tout le dispositif qui a été mis en place au niveau national, à la fois en termes d'entrepôt et d'accompagnement, que ce soit au niveau des ateliers de la donnée ou au niveau des centres de référence thématiques. Et ensuite, on a aussi des partenaires, on va dire, numériques tiers, comme le CNES, qui ont une offre de services autour du numérique et dont on peut effectivement disposer voilà, et travailler sur certains axes. Concernant le budget, donc nous avons un budget global d'1 million d'euros, donc sur 6-7 ans. Donc, cette durée est en train d'être revue parce qu'on a eu des baisses dans le projet global du projet. Donc, ça sera reconfirmé, je pense que ça sera confirmé au niveau du site web et puis il y aura peut-être une diffusion. Voilà, donc on est sur ce pas de temps-là, sachant qu'on a déjà démarré une année. On est en 2023, on a déjà démarré une année. Et ce budget est réparti à la fois entre la question d'une gouvernance avec les interactions que l'on peut avoir au niveau national, hein, ce que je vous ai présenté sur la slide précédente. On a un volet RH, bien sûr, enfin aux ressources humaines, au recrutement, à la fois pour faire progresser InSilva, d'une part,
Et pour travailler sur des axes plutôt pipeline, sémantiques, hein, en lien avec, par exemple, le PC2, c'est un exemple, et de lien qu'on a mis en place avec l'autre programme ciblé sur les risques. Il y a aussi des aspects de labo virtuel, hein, à fonder, à mettre en place, de la ressource de stockage, de services, etc. Donc, on a des compartiments budgétaires fléchés sur ces différents axes. Et puis, bien sûr, il y a tout un volet expertise, animation, socialisation, webinaire, etc. et formation auprès de la communauté sur différents axes que l'on va brasser dans ce programme cible. Je continue ou je te... Oui. Donc, concernant maintenant que on vous a dressé un peu le panorama macro, on va rentrer, on va zoomer sur ce contexte numérique et donné pour le PEPR. Donc, on se retrouve aujourd'hui, bien sûr, dans un contexte numérique grandissant, hein, où la place du numérique au niveau recherche est de plus en plus fort et permet de faire progresser, bien sûr, la recherche. Donc, on a cette question-là du numérique. On a la question de l'organisation, des enjeux organisationnels autour de la gestion et du partage des données avec la question du fair data, hein, de la donnée qui soit accessible et puis compréhensible. Et puis, on a également le volet politique, hein, que vous connaissez sur la science ouverte, la question de la loi pour une république numérique, la loi Le Maire. Et donc, je peux rajouter le RGPD, je peux rajouter toute cette question de réglementation qui fait qu'on a un ensemble à traiter au niveau d'une large communauté qui est Forest. Donc, comme je vous le disais, on va s'appuyer sur l'écosystème numérique national de la recherche. Donc, on a identifié également les centres régionaux, hein, les mésocentres. Et donc, entre le volet INFRA, le schéma que vous avez en bas sur le système Terre avec Dataterra, PNDB, donc tous ces pôles nationaux de données. De l'autre côté, la question des centres d'expertise, hein, qui arrivent adossés à ces infrastructures des dispositifs de mise à disposition d'images tels que TEIA de Dataterra, qui sont juste des exemples. On voit bien que cette communauté peut s'adosser sur ces services, encore faut-il travailler le pont. Et c'est ce qu'on va s'employer à faire dans le PC5, notamment, mais pas que. La deuxième chose, ça c'est une redite, voilà. Dans la vue d'ensemble du programme, du projet ciblé, c'est bien ce Work Package gouvernance qui est apparu. Dans les premiers runs de première présentation, on ne l'avait pas, mais on s'est rendu à l'évidence qu'il fallait absolument avoir ce Work Package pour pouvoir discuter avec l'externe. Le deuxième Work Package concerne plutôt tout ce qui est autour des pratiques faire, et aussi bien au niveau de la donnée, des pratiques, je dirais, dans les workflows scientifiques. Et tout ça, ça draine les 4 programmes ciblés, hein, du 1 à 4, les FP ici, puisque c'est en anglais. Le troisième Work Package travaille surtout sur des outils fédérés numériques. Alors, on voit par exemple la question du vocabulaire, hein, par exemple, qui est une transversalité qu'on peut avoir dans les inter-PC. La question des entrepôts de données, les portails de découverte, les entrepôts de logiciels, de modèles, et la question de la planification, de plan de gestion de données, la gestion des données, de la vérification. Donc avec tout un apprentissage, hein, selon les communautés que l'on va adresser. Le quatrième Work Package est plutôt sur l'exploitation avancée des données, donc on est dans une approche data science. Et là, on va s'employer à mettre en place des virtuels de recherche. Donc, il existe déjà des approches dans la télédétection, au niveau télédétection. Et donc, c'est ce qu'il faut qu'on pousse, mais on peut l'avoir sur d'autres domaines. Et puis, également, découvrir tout l'aspect, les approches méthodologiques autour de l'intelligence artificielle, du text data mining. Donc vraiment là, c'est vraiment tout un volet exploratoire et puis s'adosser sur aussi des expertises, hein. Voilà, donc l'idée, c'est que ce PC5 soit un lieu de rendez-vous,
un lieu de rendez-vous ou un endroit où on puisse co-construire, faire venir des experts et montrer, monter des ateliers, former. Donc c'est toute cette dynamique qu'on veut mettre en place avec des demandes en face, hein, que sont les PC thématiques. Et le dernier Work Package concerne plutôt, donc, on est plutôt vers la fin du PC5, où on va se dire finalement toutes les données, toutes les actifs numériques de Forest, comment peut-on les valoriser? On va avoir un portail qui va être prévu dans le Work Package 3. Mais l'idée, c'est de se dire comment on va être visible, être moissonné dans d'autres espaces, donc nationaux, voire internationaux. Donc ça, c'est des questions qu'on aura à se poser en fin de projet. Donc, les objectifs, plus concrètement, ce NumData, c'est avec alors, nous sommes les 5 PC à identifier et relever ces défis numériques. Donc, c'est tout ce qu'on a essayé de faire sur cette phase-là 2023. Avec la communauté Forest, on va tenter de traduire, en tout cas, c'est l'objectif, de traduire ce paysage numérique national que je vous ai présenté, arriver à fédérer, à renforcer les capacités de la communauté à l'appui de ces services, et donc sur l'aspect Fair Data, Data Science, Data Service. C'est également toquer à la porte des infrastructures, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour traduire vraiment ces besoins et être au plus près des demandes, et peut-être créer de nouveaux services également. Et puis le dernier point qui est notre fil conducteur, je dirais, sur les 6-7 ans, c'est amorcer ou mettre en place les premières lignes directrices faire pour cette communauté, c'est-à-dire savoir vers où il faut se tourner pour les services, comment fériser, s'appuyer sur des standards. Donc, c'est essayer d'avoir un genre de charte. Donc, ça, c'est quelque chose à définir pour s'y retrouver et pour que tout un chacun puisse savoir comment s'orienter sur cette question du faire et quel service je peux mobiliser. Donc là, nous avons les 5 Work Packages qui sont présentés, donc qui représentent finalement ce que je suis en train de vous expliquer de façon un peu plus détaillée. Donc, je vais peut-être pas rentrer trop dans le détail. On voit bien qu'il y a des mots-clés comme science ouverte, avec les lignes fer, les lignes directrices. On voit qu'il y a la notion de service fédérateur sur le Work Package 3, par exemple, et de catalogue Forest, parce qu'on a idée d'avoir un portail des actifs numériques pour avoir pour pouvoir retrouver de l'information et pour savoir ce que l'on a. Il y a peut-être des ressources qu'il va falloir fériser, sur lesquelles il va falloir porter des efforts, et on a des expressions d'intérêt dans ce sens. C'est également donc innover donc par ces nouvelles approches méthodologiques, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, donc avec à l'appui d'ateliers de formation qui peuvent être soit des webinaires, soit des formations en présentiel. C'est tout ce qu'on aura à créer, à tisser le long du projet. Et puis l'aspect WP5 sur l'interopérabilité des catalogues et la projection de ces actifs numériques de la production Forest sur d'autres espaces. L'effet structurant en bas, en fait, cette flèche en bas, c'est tout le volet socialisation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est posé des questions plus d'un point de vue numérique, donné, en fait, derrière, il y a quand même un collectif. Et ce collectif, il faut qu'il s'approprie cet ensemble-là. Et l'idée d'associer un maximum de partenaires ou d'organismes qui ont affaire aux données forestières, on va dire, ou des données des socio-écosystèmes forestiers, fait qu'il faut qu'on qu'on arrive à créer cette dynamique pour pouvoir avoir un meilleur impact et pour pouvoir disséminer un peu tout ce qui va se faire au long de ces années. Voilà, donc un exemple d'interaction. Là, nous avons pour le Work Package 1, par exemple, de gouvernance, c'est la question des infrastructures. On a à la fois Dataterra avec Theia, en l'occurrence pour notre partie sur les surfaces continentales qui va nous intéresser, mais nous avons aussi InSylvan et d'autres infrastructures, Recherche DataGouv et les institutions, parce que les institutions ont aussi des services
support sur lequel on peut s'appuyer. Et comment nous allons travailler cela? Ben, de façon dynamique. On a créé un advisory board dans le PC5 qui va travailler à l'interaction entre Forest et cet écosystème numérique. Donc ça, c'est un des grands enjeux du premier Work Package. Concernant les données FAIR, qui est plutôt donc le Work Package 2, c'est s'attacher à travailler à une concertation sur la question du partage des données et vous avez au milieu là un schéma qui montre qu'effectivement pas mal de données sont gérées en propre dans les unités, voire au niveau individuel, et que il faut qu'on arrive à progresser vers la zone bleu foncé, les données FAIR, ne serait-ce que dans l'intérêt de la communauté Forest. Et puis, bien sûr, si on peut ouvrir ces données-là au-delà de la communauté, ben, pourquoi ne pas s'en priver? En tout cas, ça fait partie des enjeux aussi du Work Package et du projet ciblé. Et donc, tout cela est vu au prisme de politique nationale, politique nationale de sciences ouvertes, la question du réglementaire et du juridique, la question de la propriété intellectuelle. On peut rajouter un ensemble, un empilement de cadres, on va dire, aussi contractuels, mais aussi les règles de la communauté, c'est-à-dire quelles sont les règles que la communauté souhaite avoir ou se doter pour pouvoir évoluer à minima dans la zone bleu foncé, les données FAIR, et peut-être au-delà, ouvrir. Donc ça, c'est vraiment des questions qu'on aura à se poser. Et donc les lignes FAIR communautaires, ben en fait, c'est à la fois se doter d'infrastructures qui seront les nôtres parce que nous aurons des services aussi dans lesquels on se retrouvera. C'est améliorer bien sûr du coup la découverte de ces données, des modèles, des logiciels, outils de la décision par un portail de métadonnées. Ça ne veut pas dire que toutes les données seront accessibles en libre accès, mais elles auront les conditions, en tout cas, de mobilisation, des licences ou des chartes, etc. Et puis, c'est aussi renforcer toutes les capacités de recherche, sachant qu'on est effectivement sur cette pyramide, ce triangle, où on veut essayer peut-être de progresser vers une ouverture, ou alors il n'y aura pas d'ouverture souhaitée pour telle et telle raison. Et c'est tout cela qu'on va travailler également sur le WP2. Donc, pour le 1, ce que je vous ai évoqué, donc en fait, on est sur la question vraiment de l'interaction, de la socialisation, des lignes directrices, d'un portail numérique donné dans tous les actifs que l'on peut signaler du PEPR Forest et puis socialiser, ce que je vous ai expliqué un peu auparavant. Et même au-delà, c'est-à-dire que c'est-à-dire que ça va être sur le site web a priori du PEPR Forest où nous aurons une rubrique numérique Numdata qui va nous permettre de diffuser auprès de la communauté et donc au-delà les progressions du projet, des recommandations et toute autre information, webinaire, etc. Donc c'est ce qui est en train d'être discuté, notamment sur ces 2 jours où nous sommes à Paris. Le deuxième, donc, c'est ce que je vous ai présenté au niveau des pratiques FAIR et de cette pyramide, où là, nous voulons renforcer encore l'ensemble des participants, parce que nous voulons cette représentativité de collègues qui sont des sachants dans divers domaines. Et vous voyez bien qu'on brasse large et il faut nous étoffer. Donc on va continuer cette recherche-là. Donc on a dans ce Work Package un premier volet qui sera plutôt autour d'une enquête qu'on lancera autour des actifs et pratiques numériques. L'idée, c'est d'avoir un panorama, arriver à dresser un panorama avec à la fois tout ce qui est actif numérique qui peut être remonté par la communauté, mais aussi la question des pratiques. Pratique, ça veut dire que aussi, je suis coincé, j'ai quelque chose de super, enfin, j'estime, ou en tout cas quelque chose qui mériterait d'être renforcé, mais peut-être que je vais l'exprimer. On va voir comment on formalisera cette enquête, mais l'idée, c'est d'aller voir où il faut porter l'effort pour pouvoir avancer et faire progresser la communauté.
Donc, bien sûr, par cette enquête, on va identifier des réseaux de compétences, des réseaux d'acteurs, des ensembles de peut-être de données, de plateformes. Bon, enfin, là, vraiment, on part, je dirais, sur un état des lieux assez large. Et également, ce qu'on veut faire, c'est interagir avec les directions ou délégations sciences ouvertes des tutelles, de façon à avoir aussi un appui et s'appuyer sur eux. Parce que l'idée, c'est pas de se substituer à ces directions, ces structures sciences ouvertes, c'est s'appuyer dessus pour nous aller plus loin. Le deuxième point, c'est autour du soutien, donc au projet des activités numériques. Et donc là, bien sûr, on va s'appuyer à la fois sur les structures actuelles de direction, structures sciences ouvertes. On va s'appuyer sur l'écosystème numérique national avec les services supports, par exemple des institutions, mais de RDG également, ou des infras quand ça va voir le jour. Et l'idée, c'est d'adresser vraiment tout le cycle de vie de la donnée. On a quelque chose à pousser qui est le PGD de structure, hein, parce que il n'est pas socialisé partout. Et c'est un élément qui est peut-être, en tout cas, c'est un outil mobilisateur pour pouvoir faire une introspection dans son unité sur qu'est-ce que j'ai en termes par exemple, j'ai une plateforme ou un modèle qui me permet de générer des outputs, des cartes d'occupation des sols. Mais en fait, bon, je n'arrive pas à le décrire aujourd'hui en termes de cycle de données. Par contre, un PGD de structure va aider. Donc ça, c'est des actions qu'on peut conduire. Voilà. Puis il y a du décryptage juridique en faisant venir des collègues juristes, voilà, les data papers, etc. Donc on va brasser un peu tous ces objets autour de la gestion des données de recherche. Donc, les résultats attendus de ce Work Package, c'est vraiment un Work Package qui va vivre tout le long, bien sûr, du projet, parce qu'on a à la fois un panorama des pratiques et des ressources, un T0, on va dire, qu'on va fixer, et on va faire évoluer tout cela avec des restitutions, des recommandations, des lignes fer qui vont être émises et qui vont être en amélioration continue au fil du temps. C'est-à-dire que si on estime qu'il faut faire évoluer ces lignes directrices parce qu'il y a des nouveaux types de données, une nouvelle infrastructure ou d'autres approches, eh bien, on ne s'interdira pas de faire évoluer ces lignes et le communiquer auprès de la communauté. C'est censé être, je dirais, structurant de toute façon. Donc, plus on pourra aider à structurer et à appuyer la communauté, mieux ce sera. Et donc, ça sera aussi à travers des portefeuilles de services et de formations disponibles que nous pourrons diffuser sur le site web du PEPR Forest, rubrique numérique données. Voilà, je vais passer la main à Christian. Merci Sophie. J'espère que tout se passe bien au niveau de la conférence. Bon, c'est OK pour tout le monde, vous entendez bien, il n'y a pas de soucis majeurs, ni mineurs, OK, c'est bien, j'aurai des pouces qui se lèvent. Bienvenue aux éventuels collègues qui nous ont rejoints, je n'ai pas suivi toutes les connexions en cours de webinaire. Donc, je suis, comme vous l'avez compris, Christian Pichot, INRAE, basé à Avignon. Ma formation initiale est en génétique forestière et mes pratiques professionnelles aussi dans une unité d'écologie des forêts méditerranéennes. Aujourd'hui, je consacre la très large majorité de mon temps aux questions d'organisation du numérique dans différents contextes, notamment des infrastructures, et aussi ici, là, dans le cadre du PEPR Forest, pour lequel, comme vous l'avez compris, nous portons, et j'ai le plaisir de co-porter donc avec Sophie et Fabrice, ce programme ciblé dédié aux activités numériques de l'ensemble du programme PEPR Forest, et donc plus spécifiquement de chacun des programmes ciblés et des futurs projets qui seront lauréats des appels. Alors, je vais continuer la présentation qui a été faite par Sophie pour passer au troisième Work Package qui se positionne très explicitement sur la mise en place, la mobilisation, voire le développement lorsque besoin, d'outils numériques permettant le partage de données dites FAIR, donc c'est Findable, Accessible, Interoperable et Reusable. Je pense que tout le monde autour de la visio le connaissent. Et puis données au sens large, hein, c'est pas que des données, des jeux de données, c'est aussi tous les modèles. Donc l'objectif en fait, c'est d'avoir des pratiques très fédératrices
auprès de nos communautés qui sont impliquées dans les 4 autres projets ciblés, de façon à travailler et valoriser au-delà du périmètre de chacun des programmes ciblés les actifs numériques. Et la première tâche qui est identifiée dans le cadre de ce Work Package, c'est celle qui concerne l'usage, l'identification et l'usage de vocabulaire de façon à qualifier et à noter de façon très, très correcte et surtout partagée les ressources numériques que nous disposons, notamment les jeux de données. Donc, cet objectif ou cette proposition d'accompagnement, elle va s'adresser bien sûr à l'ensemble des 4 autres PC. Mais on a déjà des opérations ciblées, identifiées, notamment vis-à-vis du programme ciblé concernant le multirisque, pour lequel, notamment en raison du caractère très novateur d'une approche multirisque plutôt que séparée ou en silo monorisque, le besoin spécifique de partager des vocabulaires qui fassent consensus pour la gestion de l'information. Le vocabulaire en question ou les vocabulaires en question, bien sûr, ne seront pas que partagés au sein des communautés, ils seront aussi gérés, administrés et mis à disposition d'un public plus large au travers d'infrastructures qui sont dédiées et qui correspondent à des portails de dépôt, d'exposition et d'accès donc à des ressources de vocabulaire, et notamment dans notre domaine. On a le portail AgroPortal qui est vraiment sur ce créneau. La deuxième tâche porte sur les entrepôts et le portail dont a déjà parlé Sophie, Forest, qui auront vocation à permettre une gestion, donc pour des besoins d'abord internes du projet, des jeux de données et des codes. Donc l'enjeu, c'est au travers des activités menées dans le work package précédent et notamment le 2, c'est d'avoir identifié les entrepôts thématiques qui sont déjà utilisés par nos communautés, de proposer des entrepôts complémentaires lorsque nécessaire aux communautés des PC 1 à 4 pour le partage des données au sein donc du PEPR Forest et donc de chacun des projets ciblés. Et cette identification et utilisation des entrepôts de données, donc encore une fois à vocation principalement interne, on verra par la suite comment ça s'inscrit dans une perspective d'ouverture avec des entrepôts plus externes et ouverts tout public dans le cadre de l'open data. Donc ces données et ces codes déposés en entrepôt ont nécessité d'être aussi portés à connaissance au travers d'un portail donc présentant ces actifs numériques, ces ressources qui sont produites et utilisées dans Forest. Et dans ce cadre, on procédera à une opération de rassemblement au travers de métadonnées descriptives des ressources, de rassemblement des informations qualifiantes des produits numériques pour les exposer dans un portail au travers d'un standard assez riche, c'est-à-dire permettant d'avoir une approche qui ne soit pas simplement d'importer à connaissance, mais aussi d'une caractérisation thématique spécifique propre à chacun des PC, et un hébergement de ces données qualifiées au travers du standard. Non, pas un hébergement des données, pardon, un hébergement des métadonnées décrivant les ressources dans un environnement web, une base de données, un portail de métadonnées, en reprenant, en revalorisant l'existant et plus spécifiquement le système d'information de métadonnées qui a déjà été initié il y a quelques années dans le cadre de l'infrastructure de recherche Insilva et pour lequel on est déjà en phase de reprise et de développement pour avoir des meilleures facilités vis-à-vis de l'utilisation des ressources décrites au travers des métadonnées. La troisième tâche de ce Work Package 3, elle renvoie aux pratiques et aux outils pour la vérification des données. Donc, il y a d'abord, et de façon relativement limitée, c'est-à-dire circonscrite simplement
aux situations où il y a un intérêt très explicite et transversal à développer de nouvelles bases de données, sachant que beaucoup de données sont déjà gérées en interne au niveau, entre guillemets, local, au sein des communautés contribuant au PC 1 à 3 surtout. Donc, dans quelques cas, développer de nouvelles bases de données et nous apporterons au niveau du programme ciblé 5, NumData, un appui à la création de ces bases. Alors, elles ne sont pas toutes identifiées, c'est quelques bases fédératrices. Néanmoins, il y en a au moins une là, qui est déjà très explicitement identifiée, qui porte sur des données dendroécologiques correspondant à des croissances obtenues sur des carottes de bois, en lien avec une des activités proposées dans le programme ciblé 3, c'est-à-dire Monitor. Et la deuxième composante de cette troisième tâche, elle porte sur la reprise de jeux de données existants pour les enrichir et les rendre interopérables. Donc cette fois, on va remobiliser non pas des portails de métadonnées, mais des outils de traitement de jeux de données en termes d'annotation et de modélisation sémantique, de façon à ce qu'on puisse obtenir à partir de données initialement gérées localement soit dans des bases de données, soit dans des fichiers plus simples, type arborescence de fichiers CSV, obtenir des jeux de données rendus interopérables qui ont vocation à être publiés pour être partagés dans l'espace public et donc au-delà aussi du PEPR Forest. Donc ça fera partie des actions qui vont être présentées par la suite dans le Work Package 5. Je continue. Le quatrième Work Package, lui, se positionne sur la problématique d'identification, appropriation, formation et donc mise en œuvre aussi de nouvelles façons de traiter les données. Donc on est sur ce qu'a qualifié Sophie sur la data science, avec un objectif à la fois pour la première tâche de proposer un environnement, un ou plusieurs environnements virtuels pour les communautés Forest d'accès aux données et d'appropriation. Donc c'est ce qu'on appelle les VRE, Virtual Research Environment. Donc ce sont des espaces auxquels on se connecte et qui nous permettent d'accéder à la fois aux données en tant que telles sans avoir besoin de les charger sur ses propres environnements informatiques, et également aux outils d'appropriation, visualisation, transformation, enregistrement des flux de traitement de façon à pouvoir les rejouer facilement. Donc c'est des environnements par exemple qui sont portés par des Jupyter Hub ou des environnements Galaxy pour ceux d'entre vous qui connaissent. Donc ces environnements, donc on va pas les construire de toutes pièces, on va bien sûr s'appuyer sur les offres de services nationaux, peut-être internationaux, mais d'abord nationaux, qui sont proposés par les e-infrastructures et en particulier le travail qui est en cours dans le cadre de l'équipe X Plus Gaia Data pour le compte de la communauté globalement Dataterra. Également évaluer les services qui sont proposés par le CNES, et Sophie en a dit un mot, je crois, en introduction, mais on reviendra dessus aussi par la suite. La deuxième tâche de ce Work Package 4 porte sur la problématique des outils numériques pour les nouveaux types d'analyse basés globalement sur l'intelligence artificielle, deep learning, machine learning, text et data mining, etc., avec un souhait au moins d'une prise de connaissance, d'appropriation un peu de ce qui se fait au niveau des différentes thématiques de recherche par nos communautés impliquées dans les PC thématiques, et autant que possible une contribution au réseau d'experts qui existe déjà, de façon à sans doute y contribuer, au moins pour les personnes dans notre périmètre qui en ont les compétences, mais aussi bénéficier de ces technologies et des compétences qui sont nécessaires pour les mettre en œuvre. Donc, parmi les activités, au-delà des opérations de veille d'information, on organisera des ateliers
et des opérations globalement d'animation, non pas de façon dissociée de ce qui se fait déjà, mais en étroite interaction ou au sein de réseaux et au sein d'activités conduites par nos instituts sur cette même problématique. Je crois que je vais passer la main à Fabrice, si ça lui convient. Oui, très bien, je ne sais pas. Vous m'entendez bien? Oui. D'accord. Donc, merci Christian, merci Sophie. Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors, les deux écrans, alors, je vais en regarder qu'un. Donc, je vais préciser, je crois que Sophie l'a fait. Donc, moi, je suis informaticien en appui à la recherche dans l'unité forêt et société du CIRAD, plutôt sur les questions de gestion de données. Et donc, je participe aussi à ce PC5. Et au niveau, donc là, je vais vous détailler en quelques mots, je dirais, le dernier work package de notre PC5. Donc, ce work package concerne plus spécifiquement finalement la contribution aux ressources numériques nationales et internationales. Je dirais en effet, donc la plupart des données et des codes produits par le PEPR Forêt ont vocation finalement à être partagés au-delà du PEPR. Donc, je dis bien la plupart, hein. Et il s'agit donc finalement d'une contribution, on va dire, à la science ouverte. Alors, pour ce faire, on a défini ici une tâche autour de la veille et de la participation au numérique national et international. Donc, dans cette tâche, avec trois points, on va dire, le WP doit apporter finalement une connaissance approfondie des services et dépôts des infrastructures nationales et internationales pour les données de la recherche. Il devra ensuite permettre d'alimenter à partir du catalogue, donc ce qui a été dit, un catalogue, portail de métadonnées, Forest, d'autres catalogues, qu'ils soient nationaux, on pense à Recherche DataGouv, ou internationaux comme peut-être le Cloud EOSC européen. Et ceci, je dirais, notamment en travaillant sur les standards des catalogues. On pense aux standards D4 du W3, hein, pour Data Catalog. Il y a les profils européens maintenant qui sont aussi arrivés avec le D4 AP pour application profil, ou le GeoD4 AP pour les données plutôt géographiques. Euh, et je dirais que ce work package, finalement, doit également assurer et garantir que les données seront déposées dans des entrepôts nationaux, voire internationaux, et seront accessibles. Donc, bien sûr, le positionnement, comme il a été dit, pourra être déterminé par la gouvernance du PEPR, avec finalement les règles de la communauté, hein. Donc, d'un point de vue des livrables, bon, finalement, il est notamment prévu une synthèse sur ces réseaux nationaux et internationaux, et les services finalement proposés. On pense aussi à la conversion des métadonnées, hein, de la norme de l'infrastructure Dataterra, notamment finalement, comme Christian l'a dit, hein, ces métadonnées seront assez précises et seront détaillées. Par contre, quand on remonte et qu'on veut être moissonné par les autres catalogues, donc on s'appuie, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur des normes un peu plus générales, et donc comme D4. Il y aura des recommandations aussi pour permettre finalement ce moissonnage des métadonnées du PEPR par les catalogues internationaux, et bien sûr, avec une soumission des conclusions finalement au COPIL, hein, qui réunit les différentes parties déjà du PEPR avec les différents PC pour voir les orientations futures. Donc, ce WP arrivera un petit peu plus tardivement, commencera certainement mi-parcours pour pouvoir amener des informations au sein du PEPR. Voilà, donc j'ai passé assez vite ce WP, mais il y a qu'une tâche pour le moment qui est définie, qui pourra s'élargir. Donc je pense que je repasse la main à Sophie ou à Christian. Merci. Sauf si tu souhaites Oui, commenter les interactions, comme tu veux. comme tu veux, Fabrice. Alors sur les interactions, oui, je peux en dire quelques mots. Donc c'est un petit peu des exemples qui sont venus au cours des discussions, en fait, euh, de chaque PC. Donc au niveau de la figure, donc on a centré le numérique data en mettant un petit peu toutes les tâches, et on a essayé là simplement de faire ressortir un petit peu ces lignes directrices
ce que je peux dire, donc le premier, oui c'est ça, je regarde la figure, au niveau du PC1, donc Régéadap par exemple, on a vu que dans ses tâches, dans sa première tâche, amélioration de la représentation de la phase de régénération dans les modèles forestiers, donc il y avait une grosse partie donc, de travail sur les modèles et cette tâche pourra effectivement être en lien avec notre tâche 4, nouveaux outils ou VRE pour Forest, hein, au niveau de la modélisation. Au niveau de la tâche 3.1 de ce PC, où il y a une discussion avec les acteurs et les contextes de la régénération, on est en lien un petit peu avec tout ce qui est soutien aux actifs numériques. On pensait bien sûr aux discussions autour de toute la problématique aussi juridique, donc avec notre tâche numéro 2.2 notamment. Euh, Maintenant, si je passe un petit peu sur le PC X-Risk, donc au niveau de sa tâche numéro 1, il y a une approche sémantique pour le multirisque qui a été un petit peu discutée. Donc là, on repart sur nos tâches 3 autour des vocabulaires, des référentiels et des outils pour pouvoir diffuser du vocabulaire en ligne sur le web. Au niveau de la tâche 4 de ce multirisque, il y a là aussi, il y a le risque multiple en tant que construction sociale. Donc, il y avait, il me semble, alors là, j'ai peut-être un petit peu oublié, mais c'était au niveau de la diffusion et du système de gestion de données, des, oui, c'est ça, au niveau de nouveaux systèmes de gestion de données. Donc, on reste sur la tâche 3. Au niveau monitor, donc du PC, au niveau de la cartographie, on a des choses de leur tâche 2 sur le deep learning qui seront en lien, bien sûr, avec nos VRE et surtout nos nouveaux outils, la description de ces nouveaux outils et l'accès à des plateformes finalement d'e-learning, de deep learning, pardon. Là aussi, on a des tâches sur la modélisation de la dynamique et de la biodiversité. Donc là, plutôt peut-être avec des environnements virtuels pour ces modélisations. Et au niveau du quatrième PC, Forest Hub, qui est également un PC transversal, on a au niveau de leur tâche 3.2 qui travaille sur les concepts et les trajectoires passées des systèmes socio-écologiques forestiers ou de leur tâche 4.4, diffusion du contenu de la formation au travers du web. Bien sûr, une interaction sur toute la partie soutien aux activités numériques et avec notamment de nouvelles bases de données peut-être historiques. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai été assez précis sur ça, mais ça reste encore, il y a des choses qui sont encore en cours de détermination, bien sûr, avec chaque PC et ce qui se fera au fil de l'eau. Donc, bien sûr, un lien toujours avec cette tâche pour nous, le Work Package 1, au niveau de l'organisation et de la gouvernance. Voilà. Maintenant, je pense que je repasse la main à Sophie ou à... Merci Fabrice. Juste peut-être pour au préciser. sujet de cette slide, il y a le volet qui apparaît très fort autour des Living Labs que vous voyez. Ah oui, oui. Hub, qui est quelque chose qui est monté pendant la concertation et les échanges avec les autres PC, parce qu'en fait, c'est des lieux où on va se retrouver à la fois, bon, bien sûr, sur les questions de recherche, l'approche citoyenne, dire d'acteur, peut-être site instrumenté. Et donc, quand je dis tout ça, en fait, derrière, il y a toute une question de la gestion des données, que ce soit du dire d'acteur avec des questions de RGPD, la question de données SHS, etc., ou de données d'instruments. Et donc, en fait, là, c'est vraiment un endroit où on est dans une nouvelle configuration sur cette question de données, de gestion des données et de comment on les diffuse, comment on les partage. Parce qu'on est sur des espaces multi-acteurs et qui sont très hybrides. Donc ça, c'est vraiment un challenge que l'on a à adresser dans ce PEPR, à la fois pour les questions plutôt thématiques et de conduite d'innovation au sein des Living Labs, mais aussi sur le volet données et tout ce qui est dit, produit, etc., est valorisé. Donc ça, c'est une tâche non négligeable qui va
progresser, je pense, là, dans les années à venir. Donc, on suivra et sur lesquels on va aussi intervenir. Donc, concernant les expressions d'intérêt, il y avait nous avons eu 5 expressions d'intérêt, comme je vous disais, bon, pas énormément, puisque quand même le gros de la réflexion est basé à partir des 4 PC, mais on voulait vous montrer ce qui avait été remonté. Donc, on a deux expressions d'intérêt qui sont autour de la construction ou du renforcement de bases de données. Alors, il y en a une autour de la dendroécologie. Peut-être que tu peux en dire un mot. Tu connais un peu mieux que moi, Christian. Oui, alors j'en ai déjà dit un mot effectivement en termes d'illustration des quelques bases qui sont nouvelles bases qui sont attendues par leur caractère fédérateur au-delà d'un PC en tant que tel. Et donc effectivement, l'objectif ici, ça sera de rassembler dans une base de données à construire et pour lequel le PC5 apportera un soutien de rassembler les données de dendroécologie issues de carottes prélevées dans différentes conditions environnementales ou écologiques. Donc c'est porté et coporté par des collègues sur Nancy et ça s'inscrit dans le cadre du PC3 Monitor. Mais là, peut-être je vais te laisser continuer, Christian, peut-être sur l'expression. Oui, alors il y avait une autre expression d'intérêt, effectivement, qui était associée à des activités du PC4, c'est-à-dire le hub permettant de prendre un peu de recul et d'adresser des questions, soit liées aux activités de la filière forêt, soit des questions plus sociétales sur la forêt, et qui faisait état de l'intérêt de disposer pour justement avoir un porté à connaissance de tout ce qui était actifs numériques, mais surtout les données, de disposer d'un portail de métadonnées exploitant ces ressources. Et donc, il était proposé, et ça a été repris, comme vous avez pu le voir dans la description des work packages précédents, il était proposé de remobiliser les actions précédemment initiées dans le cadre de l'infrastructure de recherche InSilva en matière de portail de métadonnées pour le porter à connaissance avec un grain, comme l'a rappelé Fabrice, un grain relativement fin en matière de caractérisation métier. Et du coup, on aura non seulement une activité de reprise de ce qui a été initié, mais aussi d'extension pour couvrir des besoins qui sont bien au-delà aujourd'hui dans le cadre de ce PEPR Forest, bien au-delà des besoins identifiés précédemment sur le périmètre de l'infrastructure InSilva. Je continue Oui, encore. continue du coup. Donc, on a une autre expression d'intérêt qui était plus un porté à connaissance à l'ensemble des acteurs et surtout donc du PC5 de l'existence de ressources numériques, en l'occurrence beaucoup de données, il y a aussi de la modélisation, à l'initiative de l'observatoire, enfin de Tempo, pardon, dans le cadre de son observatoire forêt. C'est un des observateurs de Tempo. Du coup, on en a pris voilà, note. On en avait déjà, au moins pour certains d'entre nous, connaissance. Et effectivement, ces données ont vocation à être remobilisées. Alors, pas forcément directement au niveau du PC5, mais plutôt au niveau des activités de recherche qui sont conduites dans chacun des PC 1 à 3, voire 4 dans le cadre de synthèse. Et en fonction de ce qui sera mis en œuvre dans ces PC, et également dans les projets lauréats de l'appel ouvert, qui sera ouvert donc en 2025. On verra comment le PC5 pourra interagir avec la communauté du numérique Tempo, de l'observatoire Tempo sur la composante forêt, de façon à ce que les données qui sont produites de part et d'autre puissent être rendues plus interopérables et contribuent aux activités de recherche. Il y a une quatrième que je vais peut-être te laisser, Si tu veux. Sophie. Oui, donc c'est c'est le groupe d'histoire des forêts françaises qui s'est manifesté autour donc d'une capitalisation de données qu'ils détiennent en fait et sur lesquelles ils voudraient pousser la réflexion et la construction. Et donc en fait, là on a été en contact et c'est en lien avec le PC4, donc Forest Hub, sur la démarche de prospective où forcément on va avoir un regard historique sur l'histoire et puis on va tracer donc des prospectives selon une certaine méthodologie. Et donc c'est assez central
et donc structurant, bien sûr. Et donc cette expression d'intérêt est effectivement quelque chose que l'on va creuser avec les collègues de cette expression, parce que c'est un projet dans le projet, on va dire. Il faut déjà comprendre qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui, à quel stade est en fait cet ensemble de données. Mais en tout état de cause, c'est vraiment pour travailler à l'analyse. C'est ce qu'ils expliquent, hein, c'est de pouvoir aller plus loin et exploiter ces données. Et donc, il y a bien des questions peut-être de standardisation, de structuration, pour pouvoir, pour qu'elles soient mobilisables avec les nouveaux moyens, je dirais, et être raccord avec les standards. Donc, ça, c'est vraiment des travaux qui nous ont interpellés. Et la dernière expression d'intérêt est une expression d'intérêt du CNES qui, à travers son campus de la donnée, mais pas que, offre des services donc autour des moyens de calcul, des moyens de stockage, des moyens de progression, de développement, de recustomisation, de distribution, de VRE, puisqu'ils disposent de laboratoires virtuels. Et donc, en fait, voilà, il y a une offre de services qui nous est proposée, qui peut être mobilisée dans le cadre de prototypage ou de tout autre besoin. Et c'est quelque chose qui est assez unique, hein. On a eu cette offre d'un partenaire, on va dire, tiers service numérique et qui va compléter quelque part l'offre que l'on a déjà, sachant que ce sont quand même, c'est un acteur qui intervient ou qui est partenaire dans le cadre de Dynamis, qui est le catalogue de l'offre satellitaire à destination de la recherche, mais pas que. Donc, en fait, il y a toute cette interaction et ce positionnement qu'il faut qu'on arrive à construire là, dans le cadre du projet, mais donc qui est identifié dans le paysage de Forest. Je crois que, voilà, donc la dernière slide, c'est les prochaines étapes. Donc, l'étape actuelle où nous sommes en décembre avec une remise du document de cadrage du PEPR Forest, c'est le document, je dirais, maître, avec les 5 projets ciblés. Donc, documents scientifiques des projets ciblés qui ont été donc fournis pour passer au CPMO, qui est le comité de pilotage opérationnel et interministériel, je crois, de France 2030. Donc, ça va être regardé, je crois, la semaine prochaine. Sachant qu'on a passé un certain nombre d'étapes, donc c'est un des documents, et notamment le document du PC5, c'est un document qui nous permet d'aller vers une contractualisation, que ce soit avec l'établissement CIRAD qui porte en fait qui porte le pilotage à travers moi du PC5, et avec la question de la mise en place de lettres d'engagement avec les partenaires impliqués dans le PC5. Donc, il y a toute une démarche administrative qu'on est en train de décrypter. C'est pour ça qu'on est notamment à Paris là, ces 2 jours pour comprendre un peu les interactions et comment on va travailler. Donc là, on aura un peu plus d'informations à l'issue de ces 2 journées et début 2024. Et donc, le démarrage effectif du PC5, il est estimé, on a mis au printemps 2024 parce qu'il faut quand même qu'on ait ce run administratif que je viens de vous citer et qui va conditionner quelque part le démarrage derrière. Et pour certains PEPR, c'est un peu plus long que d'autres. Donc là, on va être dans une phase administrative qu'il faut qu'on arrive à gérer et avec les partenaires. Donc, il y a certains partenaires autour sur cette visio. Donc, on aura l'occasion, début 2024, de reboucler avec eux pour commencer à voir un peu ce volet plutôt administratif, financier, bon voilà, tout ce volet-là. Il y a autre chose que tu veux rajouter? Non. Je crois que voilà, donc avec une présentation qui est complètement décalée, désolé, mais je crois que voilà, on a fini pour le tour d'horizon. Je vais arrêter le partage d'écran. Alors nous sommes, comme vous avez pu le constater, nous sommes relativement peu nombreux, mais c'est pas la quantité qui fait la qualité, comme vous le savez. Autour de cette visio, du coup, ce qu'on peut vous proposer en quelques mots, c'est de vous présenter dans le cadre d'un micro tour de table visio
et que ensuite on passe une série d'échanges à travers de questions, de remarques, de suggestions, de façon à éclaircir les points qui nécessitent éclaircissement de votre côté, et puis aussi peut-être d'alimenter des éléments qu'on n'aurait pas complètement pris en compte ou considérés, et qui peuvent nous faire mûrir et faire évoluer les pratiques qui se dessinent dans le cadre des prochains mois. Donc, ce que je vous propose, c'est que les collègues qui sont au-delà de Sophie et Fabrice et moi-même, donc les collègues qui sont directement impliqués dans ce PC5 se présentent en 2 mots. Donc, il y a Gaël et Philippe qui sont là. Et ensuite, les quelques autres personnes, les participants à la visio, pourront dire aussi deux mots sur leur activité, peut-être leur intérêt. Et ensuite, on aura vraiment une session d'échange. Ça vous convient? Ok. Gaël, tu veux nous dire un mot? Oui. Eh ben, bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Gaëlle Jaouen, je travaille pour AgroParisTech. Je suis ingénieure de recherche en écologie tropicale et j'ai 2 fonctions. La première, c'est au sein de mon unité d'écologie forestière tropicale, je suis en charge de la gestion des données scientifiques, donc toutes les étapes de leur création jusqu'à leur publication, donc ce qui colle relativement bien avec le projet dont on parle aujourd'hui. Et ma deuxième fonction, c'est que je pilote la mise en œuvre de la définition et la mise en œuvre de la politique d'établissement pour AgroParisTech pour la gestion et l'ouverture des données de la recherche. Donc, avec cet aspect-là, du coup, là, ça colle avec l'aspect partenariat aux institutions et vision plus globale niveau établissement de comment se passe la gestion des données dans les différentes unités de recherche. Et du coup, j'ai été embrigadée par Sophie et Christian pour participer à ce projet dans le Work Package numéro 2. Je ne sais Philippe? pas s'il y a d'autres choses que vous voulez savoir. Bon, Non, mais Non, c'est bon, hein. merci Gaël. Je suis pas très bien réveillée, il est tôt encore. oui, désolé, les horaires C'est pas grave, j'ai l'habitude. conviennent pas à tous les coins de la planète. Philippe? Oui, donc Philippe Castres, je travaille dans la même unité que Christian, donc ça s'appelle l'URFM, Écologie de la forêt méditerranéenne à Avignon, INRAE. Et donc j'y suis informaticien et géomaticien dans mes activités principales. Et j'interviens dans le cadre de la plateforme InSilva et Anaï France sur plutôt de l'administration système et de la gestion des systèmes d'information. J'ai une mission RDO à INRAE. Pour ceux qui sont pas dans le dispositif, il y a un système qui a été mis en place justement pour accompagner les collectifs scientifiques à la mise en œuvre de la science ouverte, on va dire concrètement, donc pour arriver justement à des données FAIR. Et donc, j'ai ce rôle-là dans l'unité. Bon, c'est un peu un découpage un peu particulier, mais bon, en gros, dans l'unité, j'ai cette activité-là. Donc, pour l'instant, dans le périmètre de ce qui nous a été présenté ce matin, je me situe plus dans la partie gestion de vocabulaire, parce que j'ai déjà fait cette activité-là pour le projet Anaï France. Et je m'intéresse également aux standards de métadonnées que j'ai eu l'occasion de manipuler à divers moments dans le cadre d'autres projets, donc les standards ISO 1919, là, et puis le standard INSILVA également qui avait été imaginé il y a quelques années, dont Christian a parlé tout à l'heure. Et donc, du coup, puisque j'ai le micro, moi j'ai une question qui m'est venue au fil de l'eau, là. C'est aujourd'hui, on nous a présenté des expressions d'intérêt qui finalement ont piloté pour partie la construction des WP dans ce PC. Et je me posais la question de savoir si le guichet de ces expressions d'intérêt était fermé
ou si justement il y avait une notion d'agilité derrière, c'est-à-dire qu'en fait, les besoins vont arriver au fil de l'eau et que ça va peut-être modifier la géométrie de ces work packages, quoi. Oui. Voilà, c'était une J'avais plus la interrogation que même j'avais question. Oui, alors en vous peut-être, entendant. oui, peut-être que on peut, Oui. on va faire un tour Oui, de oui, tous oui, les ben collègues voilà. et puis on retient la question pour. C'était pour la stocker. C'était Discuter. pour la stocker. Donc, on continue le tour de table dans l'ordre de la liste qui apparaît à mon écran. Carole. Merci beaucoup. Bonjour. Donc, Carole Renner, je suis responsable du pôle impact chez Reforest Action. J'ai rencontré Arnaud Sergent à un séminaire de l'INRA et donc, du coup, il m'a parlé du PEPR qui nous intéresse beaucoup. Donc, en fait, donc Reforest Action, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise qui finance des projets de plantation de forêts, de restauration de forêts partout dans le monde. Et donc, du coup, en fait, on intervient de plus en plus pour donner des recommandations au niveau des design projets, notamment avec un axe adaptation au changement climatique, avec les outils qui aujourd'hui nous sont donnés, mais c'est encore assez limité au global. Et donc voilà, et donc le pôle duquel je suis responsable s'occupe un peu de ces questions-là, d'adaptation des forêts, de suivi des forêts, etc. Donc là, on est en train de monter des plans de monitoring pour l'ensemble de nos projets. Et donc, voilà, la question de savoir comment est-ce qu'on peut faire profiter ces données, notamment aux réseaux scientifiques avec lesquels on interagit. Donc, voilà, quelques petites questions que je garderai pour après, du coup. D'accord, mais typiquement juste pour répondre dans un premier temps, c'est ce fameux Work Package 1 de gouvernance en fait qui permet en fait d'aller toquer à la porte avec les partenaires tels que vous pour pouvoir vraiment discuter de ces aspects-là. Donc vraiment être identifié. Donc c'est en l'occurrence Christian, moi-même Fabrice pour pouvoir travailler cette articulation. Ouais. On aura l'occasion de discuter. Ouais, parfait, merci. Merci. Marie. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis historienne de l'environnement. Donc, je suis ici parce que je suis membre du conseil d'administration du groupe d'histoire des forêts françaises et que nous avons déposé une expression d'intérêt sur la constitution d'une base de données. Oui. Alors, il est vrai qu'au niveau du groupe d'histoire des forêts françaises, on a énormément d'études qui ont été réalisées sur énormément de forêts de France et nous avons énormément de données, mais pas forcément de bases de données constituées. Donc voilà pourquoi nous avons déposé une expression d'intérêt pour être guidés sur la constitution de cette base de données qui prendrait à la fois eh bien, des données historiques, archéologiques, dendrochronologiques aussi, palynologiques, enfin voilà. Merci. Merci. Frédéric. Bonjour, donc Frédéric Archaud, je suis directeur d'une unité INRAE, écosystème forestier à Nogent-sur-Vanesson dans le Loiret, et donc une unité qui produit de la donnée forestière, notamment sur des dispositifs qui sont associés à Ensilva et à NAE France. Et par ailleurs, dans le PEPR, on va travailler dans Monitor sur la mise en place de capteurs oiseaux et chauves-souris qui devraient générer beaucoup de données. Donc, une des questions, c'est aussi un peu où est-ce qu'on peut stocker ce type de données-là, comment les gérer. Et voilà. Donc, je viens par curiosité. Enfin, je suis aussi ce dossier au titre de l'unité, même si je ne serai pas la cheville ouvrière véritablement des différents points que j'ai mentionnés. Merci. Alors, il y a aussi connecté, mais je ne sais pas s'il est très disponible, Christophe, parce qu'il doit être en réunion aussi avec d'autres collègues. Donc, si les dispos qui nous écoutent, il peut dire deux mots de façon très globale sur le PEPR Forest, puisqu'il le copilote avec Arnaud Sergent. Sinon, s'il est connecté sans trop nous écouter, on va attaquer les questions. Et d'abord, la réponse peut-être à la question de Philippe.
Oui, 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 oui. Donc, c'était la question de nouvelles demandes qui arriveraient au fil du temps, hein, du projet, et c'est tout à fait normal. Donc, en fait, ça, ce qu'on a prévu, c'est effectivement toujours ce Work Package 1 qui est à la manœuvre et qui va pouvoir accueillir les nouvelles demandes et voir dans quelle mesure on est capable de les traiter. Parce que on sait déjà qu'on peut peut-être flécher d'une certaine façon, par exemple le service, hein, si je prends cet exemple-là. Si par exemple c'est plutôt de la structuration, de bases de données, là c'est pareil. Est-ce qu'on a des collègues experts qu'on peut mobiliser sur ce thème en particulier? Il y a quand même une réflexion de fond et un cadre de fond qu'on s'est fixé, c'est-à-dire que d'un point de vue financement, parce qu'il y a quand même derrière forcément le nerf de la guerre sur recruter, avoir un stagiaire, recruter CDD, un postdoc, etc. Ce qu'on se dit, c'est qu'en fait, nous, on travaille avec un cofinancement. C'est-à-dire très souvent, ça passe par un PC thématique et qui a à adresser un volet numérique. Et donc, en fait, on travaille ensemble. On met voilà, du 50-50, par exemple, sur une activité de façon à la faire avancer. Mais on a fait ce choix-là, ou alors, effectivement, on est vraiment sur un axe ultra structurant qui fait que le PC5 prendrait en charge cela. Il faut savoir quand même que ce PC5, c'est le moins bien doté de tous les PC. On est vraiment, alors c'était de l'ordre de 4% de tout le PEPR, alors que les collègues dans les autres PC portent une valence d'une vingtaine de pourcents du budget. Donc, ils ont un budget pour faire avancer des sujets, y compris numériques, puisque c'est eux qui décident, en fait, dans leur thématique, de l'intérêt de travailler sur tel ou tel axe. Donc, on peut apporter de l'expertise, on peut, dans certains cas, donc, financer, encadrer, etc., mais ça va passer toujours à travers le Work Package 1, parce qu'on est dans cette construction et dans cette configuration, telle qu'elle a été voulue par le PEPR au départ. Ouais, c'est vraiment important hein, de bien prendre connaissance que c'est un service d'accompagnement au PC et nullement un service de sous-traitance pour la réalisation de leur numérique. Donc ça, c'est important. Et pour compléter la réponse à ta question, Philippe, alors bon, certes, ça a été en partie construit sur les expressions d'intérêt qu'on a reçues, ce PC5, mais ça a été surtout construit, et c'est directement lié à ce qu'on vient de dire, au travers des interactions, donc des sortes d'expressions d'intérêt, mais qui nous provenaient directement des PC et non pas de n'importe qui, entre guillemets. Voilà. Et au niveau des expressions, il y en a eu 5 là qu'on vous a décrit assez rapidement, au niveau des expressions d'intérêt qu'on a reçues, de façon systématique, on a considéré qu'elles étaient recevables si elles s'inscrivaient elles-mêmes dans des activités portées par des tâches, par des recherches conduites dans les 4 PC. Donc, les activités du PC5 n'ont pas vocation à faire de l'assistance au-delà du PEPR Forest. Déjà qu'on n'a pas beaucoup de moyens, donc effectivement, on peut pas se permettre ça. Donc, du coup, les expressions d'intérêt sont bienvenues et recevables uniquement si elles s'inscrivent bien dans le programme Forest et donc dans les activités des PC aujourd'hui et par la suite des projets qui seront lauréats de l'appel ouvert de 2025. Et peut-être pour compléter, pour Frédéric Archaud, la question des données produites ou nouvelles données produites, dans la mesure où elles sont, on va dire, dans le sillage des IR, InSilva, Anae et Anae, forcément, on a un regard beaucoup plus attentionné, on va dire, dans le sens où ça va renforcer ces infrastructures, donc créer une masse critique de données, d'informations, voilà. Et donc, du coup, forcément, ce sont des données candidates à être vraiment mises en expertise, voilà, et à être accompagnées. Après, reste quand même toujours le volet budgétaire sur lequel nous, on est un petit peu coincés. Mais par contre, en termes d'expertise, l'expertise, elle est là, forcément, parce qu'on crée le lien forcément entre IR et communauté sur ces 2 infrastructures. Je rajoute Dataterra,
avec qui on est en échange et on va démarrer plus constructivement à partir de 2024 tous ces échanges. Voilà, c'est toutes les infrastructures qu'on aura dans le périmètre. Là, il y a vraiment un intérêt à se caler ensemble parce que là, on va pouvoir bénéficier de leur feuille de route. Voilà. Ok, merci. Donc Marie a dû nous quitter. Oui, et oui, du coup, Donc, on en va. s'il y a des collègues là qui sont vraiment sur le point de partir, ils ont priorité en matière d'intervention. Vous gênez pas en tout cas. Ben, oui, je Il y a pense. une question de Gaël, je crois. Une main levée de Gaël. Oui, Gaël qui lève la main. Oui, j'attendais de voir s'il y avait des départs urgents. Oui. Non, bah, c'est pour aller dans la suite de la discussion qu'on vient d'avoir. Je pense que, enfin, on en a parlé déjà tous les trois, mais il y a un vrai manque de sources de financement pour justement les sauvegardes de patrimoine de données. Donc, j'ai vu qu'il y avait des projets là qui étaient un peu similaires à ça. Mais voilà, il y a toujours un besoin que ce soit inscrit dans un projet scientifique actuel, etc. Alors qu'on a tous énormément de patrimoine de données à sauver sans forcément avoir un seul projet scientifique autour de ce patrimoine. Et je pense que si on arrive à vraiment créer une fédération d'acteurs autour de ces thématiques, ce serait vraiment une des occasions de faire remonter ce message aux hautes sphères pour créer des voies de financement de ce genre de choses. Moi, typiquement, j'ai des dizaines de sources de données dispersées que je cherche à assembler. J'ai besoin de financement pour ça. Ça s'inscrit pas nécessairement dans un projet scientifique, mais ça peut s'inscrire dans plein de projets scientifiques par petits morceaux. Et il faut le faire. Si on le fait pas, c'est de l'argent public perdu. Donc voilà, c'est juste pour que chacun ait un peu cette idée en tête et qu'on essaye de militer pour ça, quoi. J'aurais tendance à dire que de toute façon, ça, c'est vraiment des éléments qu'on va remonter dans cette enquête, hein. Enquête sur les actifs numériques actifs à sauver. Donc, en fait, c'est la façon dont on va construire aussi cette enquête, hein, les questions qu'on va poser. Donc, typiquement, c'est des éléments qu'on va forcément remonter. Après, c'est de cette enquête, on en va ressortir forcément un panorama, un paysage, plusieurs outputs, et notamment peut-être des pistes ou des recommandations, ou en tout cas arriver à faire remonter peut-être par la voie du PEPR. Mais ça, c'est des choses à discuter collectivement. Hein. Là, je brasse large comme ça. Remonter ces questions-là pour voir un peu comment ça peut être porté à connaissance plus haut, parce que de toute façon, il y a d'autres PEPR qui vont avoir les mêmes questions. Très probablement. Donc, il y a quand même des questions effectivement de fond là-dessus. Donc oui, c'est complètement dans la démarche. Hein. Est-ce qu'on va y répondre là via le PEPR? On va répondre pour partie sur certaines expressions d'intérêt, très probablement. Après, est-ce que on a aussi peut-être une réponse de la part des infrastructures de recherche qui peuvent avoir un positionnement là-dessus parce qu'ils cherchent aussi à comment dire à valoriser leurs services, hein. Ils sont là pour ça. Hein. Et donc Comme outil, mais pas comme source de financement. non, mais par contre c'est quand même un apport. Alors, ils ont un apport peut-être sur le volet plutôt stockage, mise à disposition, reste quand même la matière grise. Et puis le savoir-faire pour pouvoir mettre aux normes et standardiser. Mais je pense que ça, c'est vraiment des moyens de remonter et de faire ressurgir ces questions-là et de voir dans quelle mesure nous, on peut un peu émarger ou pas là-dessus. Il est difficile, voire impossible, de planifier l'ensemble des activités qui auront lieu sur la durée totale de chacun des PC. Et du coup, ce qui est pratiqué de façon assez récurrente au sein des PC, c'est de se garder un tout petit peu de marge de manœuvre hein, en matière budgétaire pour programmer des actions qui interviendront au fil du temps. Alors, on peut penser, on peut espérer qu'une partie de ces budgets bénéficieront au numérique dans son ensemble et à cette problématique de financement, de sauvegarde, stockage, etc. de données. Alors, des données, bien sûr, qui relèvent du périmètre d'activité du PEPR Forest. Il ne s'agit pas d'envisager de financer des opérations qui ne soient pas liées. Mais du coup, par rapport à ce que présentait Frédéric, c'est important pour nous, c'est-à-dire notre collectif numérique du PC5, en interaction donc avec les collègues des autres PC,
d'identifier dès que possible les volumes et par conséquent les coûts en fonction de la nature des services qui sont attendus, qui vont être imputables à la gestion des actifs numériques et notamment leur stockage. Donc, on a eu quelques échanges par courriel et il me semble qu'on essaie de prévoir une réunion là sur ces questions des données, si je ne m'abuse, si je ne mélange pas les courriels, les données oiseaux et chauves-souris. En tout cas, effectivement, c'est bien une question qui est d'abord technique. Quel genre de nature de stockage nous et vous avez besoin? Et ensuite, voir quels sont les services qui sont offerts par les collectifs, les infrastructures numériques qui ont vocation à offrir ces services, de façon à pouvoir budgéter, au moins à la louche dans un premier temps, ce à quoi ça correspond. Et par rapport à ça, donc c'est Kevin Darras qui est effectivement le porteur dans l'unité. Donc par rapport à ça, parce que j'ai pas le temps de reboucler avec lui, vous avez en tout cas déjà calé un peu un temps de discussion, c'est ça qui je comprends, ou c'est encore à caler? Enfin comment? J'ai répondu ce matin à son dernier courriel. Alors Sophie, je sais pas si. Non, moi, j'ai pas. On en a discuté hier soir avec le PC3, Ok. donc avec Monitor. Ouais. Mais on n'a pas, voilà, bah, c'est très récent, donc voilà, Non, pas de souci, c'était juste pour ça. c'est dans le périmètre, Ouais. voilà. Et effectivement, ça pose des questions sur la nature de ces données, sur ce que tu viens d'expliquer, et la volumétrie. Donc, bon, mais c'est à instruire en tout cas, hein. Et de votre. Alors, donc, demain, il va y avoir une présentation de Monitor, comme l'équivalent de votre présentation, mais demain pour Monitor. En tout cas, par rapport à Kevin, de votre point de vue, la balle est dans son camp ou elle est de la vôtre? Enfin, qui est censé avancer par rapport à ça? C'est juste pour Oh, savoir. je pense qu'il faut qu'on avance conjointement. Alors, Ok. Sophie et moi-même, on ne connaît pas ni les besoins, bien sûr, mais surtout les compétences et le niveau de Ouais. connaissance que vous avez de votre côté en matière de service. Ok. Donc, c'est difficile d'évaluer la valeur ajoutée qu'on va pouvoir apporter dans le cadre de l'échange. En tout cas, notre mission, c'est d'accompagner pour identifier correctement la nature Ouais. des services qui vont satisfaire les besoins et ensuite frapper aux bonnes portes des fournisseurs de ces services. La démarche là que l'on a aussi sur un autre cas, c'est qu'en fait, il faut qu'on prévoie un temps d'échange vraiment plus détaillé, hein, parce que là, on a eu la connaissance de la demande, on a croisé avec le PC3, donc thématique PC, c'est très bien, on croise, donc on coche quelque part un peu notre cadre de travail, et maintenant, il va falloir qu'on travaille un peu plus précisément et qu'on nous discute, voilà, et comme dit Christian, quelle est notre valeur ajoutée s'il y en a une, qui est peut-être à minima la question du stockage ou du workflow, voilà. Mais c'est tout ce qu'il faut qu'on décrypte ensemble. De toute façon, ça sont des opérations qui vont avoir lieu à partir de 2024. Bon, là, on termine un peu là, notre run plutôt administratif, on travaille ces aspects-là, mais il va falloir reboucler de toute façon avec les collègues et notamment cette personne, hein. Donc, il n'y a pas le feu en matière de calendrier, mais néanmoins, ça doit être traité tout début 2024. Ouais, non, très bien. De toute façon, les capteurs, ils ne sont pas déjà placés. Donc, il y a déjà tout le temps de Oui. mise en place du dispositif qui ne va pas se faire du jour au lendemain, etc. Donc, on a quand même également un peu de temps. Mais courant 2024, on devrait fin 2024 probablement déjà avoir une certaine quantité de données à stocker quelque part, quoi. C'était ça. Voilà, ben c'est tout ça, parce que c'est un projet en soi, hein, qu'il faut qu'on cale et qu'on comprenne bien. Et d'autres commentaires, notamment de Carole, qui a une position un peu particulière par rapport aux autres acteurs autour de la table. Ouais, moi j'avais plusieurs questions. Alors, j'ai été un peu interrompue pendant la conférence, donc j'espère que ce ne sera pas redondant avec des choses que vous avez déjà dit. Et j'espère surtout que c'est le bon endroit pour les poser. Du coup, je me demandais si dans le projet, il y avait l'ambition de donner des clés en fait pour aligner, pour standardiser les données des suivis. Ok, pour qu'on soit sûr de faire remonter un peu les mêmes unités, les mêmes choses.
pour... En fait, c'était une question moi, que j'avais à vous poser justement par rapport aux données dont vous disposez, qui ont quand même un statut peut-être, je sais pas, moi, juridique particulier. Est-ce que c'est des données qui peuvent être mobilisées dans le cadre d'un partenariat? Est-ce que c'est des données qui sont ouvertes ou pour partie ouverte? Ça, c'est déjà une première question. Et puis après, il y a effectivement la question de la standardisation où dans nos recommandations ou lignes directrices FAIRE, hein, qui est un terme très global, pour expliquer que finalement, ben, la communauté foreste, elle va travailler avec ces standards, ces normes, pas de façon isolée. C'est parce que au niveau national, international, ce sont des normes qui se pratiquent. La norme ISO 1919, 1915, c'est normes géographiques. Bon, ben voilà, et on va s'adosser forcément sur des standards et des normes qui existent, voire des référentiels après aussi, hein, sur des typologies. Donc, en fait, c'est tout ce qu'on va brasser. Et typiquement, oui, il y aura des recommandations, mais qui vont se faire collectivement, hein. Là, c'est de la construction collective. Ouais. Et donc là, pour le coup, effectivement, ça peut être intéressant qu'il y ait des collègues de chez vous qui puissent à un moment donné être identifiés pour participer aussi à l'échange. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Bah, nous, en plus, on est vraiment en train de définir. En fait, nous, on développe un système digital qui nous permet de remonter les données directement et de les analyser de façon automatique. Donc, en fait, on est en train de définir un peu les cahiers des charges de ces choses-là. Donc, c'est justement le bon moment pour nous pour définir des métriques en fait fixées sur les différents indicateurs Oui. pour s'assurer qu'on puisse après les réexploiter, enfin les Oui. partager aux besoins. Voilà, mais effectivement, la question que vous aviez sur la façon dont on partage nos données, c'est aussi une question que je me pose. C'est assez délicat parce que forcément, on est un organisme privé. Et oui. Donc, on peut pas, en fait, je pense qu'on ne pourra pas vraiment ouvrir complètement les vannes et rendre toutes les données publiques à n'importe qui. Par contre, je pense que ce qu'on pourra permettre, c'est un téléchargement de jeux de données pour des recherches particulières, donc justifiées par un demandeur en fait sur Oui. sur une requête. Donc ça, enfin après c'est pas vraiment moi qui choisis, mais en tous les cas c'est un peu la vision que j'imagine la plus plausible parce qu'on a cette ambition de pouvoir bien sûr partager nos données avec la recherche, mais on a aussi beaucoup de risques à ouvrir entièrement les bases de données parce qu'après on peut vite avoir des associations qui vont aller interpréter les données n'importe comment et ça peut être assez risqué pour notre réputation, donc on veut éviter ça. Et puis, alors il y avait peut-être une autre question que je me posais, c'est que nous, en fait, on ne fait pas de la recherche. Nous, on fait vraiment juste du suivi de projet. On essaye de vérifier que nos projets vont bien, qu'ils délivrent différents impacts dans le temps. Par contre, on n'a pas des protocoles qui sont des protocoles de recherche, c'est-à-dire qu'on va parfois faire des états initiaux, parfois non. Parfois, on peut avoir des témoins, mais c'est assez rare. La plupart du temps, on va avoir des échantillonnages qui sont assez soft, avec des protocoles un peu flexibles parce que forcément, nous, on est obligé de l'opérationnaliser à grande échelle. Et donc, on ne peut pas se permettre d'avoir à chaque fois un protocole super... voilà. Et donc, je me demandais à quel moment, enfin, est-ce que c'est quand même possible pour les organismes de recherche d'exploiter ce type de données ou est-ce que vraiment c'est trop, il faut qu'il y ait des protocoles très stricts D'avoir un peu au coup par coup. Effectivement, il faut que les données fassent sens et que ça soit pas simplement de l'information qui soit pas contextualisée de l'environnement dans lequel elle est acquise, quoi. Donc, il faut, au-delà de la simple donnée, de la valeur numérique, il faut, de façon assez générale, avoir des éléments sur le contexte de façon à pouvoir le... Oui, ça, bien sûr. Et sans rentrer dans un grain trop fin, quel genre de données, du coup, sont traitées, acquises de l'autre côté? Sur le protocole, on va dire qu'on utilise le plus systématiquement sur les projets. On a des données de diversité spécifique, végétale, donc hors herbacées, tout ce qui est ligneux. On a des données sur la croissance des arbres, mais qui sont plutôt des moyennes. Donc, normalement, on ne va pas faire des relevés arbre par arbre. Après, on a des données un peu plus sur des éléments des habitats qui sont présents. Donc, est-ce qu'il y a des bois morts? Est-ce qu'il y a des très gros bois? Est-ce qu'il y a des habitats sensibles comme des mares, des zones ouvertes, etc. On essaie de qualifier un peu la santé des arbres
de relever s'il y a voilà, s'il y a des traces d'aléas, s'il y a de la mortalité, etc. Donc, c'est vraiment dans l'objectif de voir si l'écosystème est en bonne santé, s'il se régénère aussi. Donc, on mesure un peu la couverture de la régénération naturelle et puis son stade de maturité pour essayer de voir si la forêt se régénère. Voilà, il y a différents trucs comme ça. Après, on a d'autres protocoles qui vont être peut-être un petit peu plus précis sur des mesures du sol, etc., mais qu'on ne fait pas systématiquement pour le coup, qu'on va mobiliser sur certains projets, notamment les projets d'agroforesterie, parce qu'il y a un gros enjeu sol, et sur quelques projets forestiers, parce que bon, en fait, les financements ne sont pas toujours adaptés sur les projets forestiers pour avoir ce type de suivi. Donc voilà, et après, on fait aussi du suivi par télédétection. Mais donc ça, là, c'est des données qui sont un peu plus classiques. Enfin, bon, c'est toujours un peu la même chose, quoi, pour tous les acteurs, j'imagine. Dans le cadre général du PEPR Forest, donc si ce n'est déjà fait, je pense que la première chose, c'est de prendre connaissance des activités de recherche dans les différents PC thématiques pour voir justement, parce qu'en fait, dans ce qui vient d'être décrit, ça peut se raccrocher à la fois sur le 1 qui est sur la régénération des peuplements, etc. Le 2 sur le multirisque et le 3 sur le monitoring. Alors même si le monitoring, il est vu souvent plutôt avec des données satellites, mais il y a aussi besoin de données de terrain. Donc dans chacun de ces trois, sans parler du hub où on traite de questions plus générales, il y a potentiellement des liens à faire avec ce qui vient d'être décrit en matière de nature de données. Donc je pense que en parallèle, si ce n'est en amont de l'interaction qu'on peut avoir sur les données en tant que telles, il faut voir quelles sont les questions qui sont posées derrière ces données et ce qui justifie leur acquisition en rapprochant des activités, donc des work packages et des tâches qui sont programmés dans chacun des PC. Alors moi j'aurais aussi ça m'inspire une autre remarque. En fait, donc ce WP1, il est vraiment dédié à l'interaction et à la gouvernance des données. Donc quand vous me parlez des données, effectivement, hein, qui sont financées sur des projets, donc elles ont un statut particulier. Issues d'organismes privés. Pour autant, c'est quand même des questions qu'on peut adresser. Forcément, parce qu'il y a d'autres moyens de pouvoir quand même faire circuler cette donnée dans ces cadres-là. Et donc, c'est des choses qu'on peut discuter, et notamment, ça fait partie aussi de ces fameuses lignes directrices FAIRE, où toutes les données ne sont pas ouvertes et peuvent être accessibles selon certaines conditions, y compris des données de partenaires privés ou voilà, d'ONG. Enfin, on peut imaginer un tas de cadre et de contexte. Donc, c'est intéressant, et ne serait-ce qu'au titre, alors, je ne sais pas, c'est une question, mais au titre du catalogue des actifs mobilisables pour Forest, donc des données, notamment, hein, puisqu'on parle des données, on peut aussi tout à fait imaginer qu'il y a que ce soit signalé, que Forest Action a tel type de données sur tel sujet, sur la santé des arbres, etc. Et effectivement, les conditions de mobilisation de ces données, ben, elles tombent sous ce sens-là, dans le cadre de partenariat, passent sous peut-être un comité de pilotage qui va regarder la demande, etc. Enfin, on peut imaginer un tas de systèmes pour que vous rentriez dans le panorama, parce que, au titre des thématiques, vous vous intéressez les thématiques et donc travaillez ces axes-là. Voilà, je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. À peu près. Notre façon de travailler, je dirais l'approche aussi de ces bases de données qui sont aussi fournies, enfin, structurées et avec des protocoles différents. Alors, la structure, c'est intéressant quand même d'avoir qu'on ait une standardisation ou des approches similaires. Après, la mise à disposition, elle peut être différente, effectivement, avec des conditions. D'accord. Peut-être j'avais une dernière question, après je laisserai les autres, mais je me demandais si vous aviez aussi l'ambition de recommander du coup l'intégration des données de recherche dans des bases de données plus globales. Moi, je travaille par exemple avec la base de données de TRAI sur les traits fonctionnels des espèces, et avec TRIGOER, qui est une base de données de l'ICRAF sur le spectre d'adaptation environnementale des arbres, qui est assez récente d'ailleurs. Et du coup, je me demandais voilà, s'il y avait aussi l'ambition de se rapprocher de ce type d'organisme pour essayer d'intégrer, d'enrichir ces bases de données-là avec
le fruit de la recherche nationale. Je sais pas, est-ce Voilà. peut-être. De façon très générale, effectivement, l'ambition, c'est d'abord de porter à connaissance l'existence des ressources et ensuite de se mettre en situation collectivement de pouvoir y accéder pour les analyser de façon transversale, etc. Donc en fait, la question qui est posée, c'est de savoir plutôt sur quels environnements, quelles infrastructures on dépose, dans quels entrepôts on dépose ces données, de façon à conserver la main et la bonne gestion de ces ressources. Donc, dans un premier temps, les données, certains sont gérés dans les systèmes d'information locaux. Ça va être fédéré au niveau du PEPR Forest. Ça va être remonté au niveau national parce qu'on est quand même dans des programmes qui relèvent d'action nationale française. Donc, ça va être remonté au niveau des portails et des entrepôts nationaux et mis, alors pas forcément déposé dans des bases comme Try en l'occurrence, mais en tout cas, ça doit être mis à disposition de façon à ce que ça puisse réexploiter par les acteurs. Donc en fait, la question, c'est plus celle de l'interopérabilité que Try pourra offrir par rapport à ce que le périmètre Forest pourra lui-même offrir. D'accord. Sur la question de standardisation justement des données, ça peut être bien quand même de voir comment fonctionnent ces bases de données-là pour essayer au moins que les personnes qui exploitent cette base de données puissent aussi exploiter de la même manière les données qui sont fournies par le PEPR, parce que c'est dommage d'avoir des choses. Il y a aussi une autre qui peut être pas mal, c'est Splot Open, qui est une base de données d'inventaire forestier qui est très riche. Et donc, du coup, dans toutes ces bases de données-là, c'est bien si on peut les recroiser, parce que sinon, en fait, c'est dommage. On ne peut pas du tout faire des analyses concomitantes. Donc, ouais. Merci. En tout cas, l'esprit d'ouverture au sens mise à disposition de tout ce qui a lieu d'être mis à disposition. Hein, ça veut dire que tout n'a pas forcément lieu d'être, il y a notamment des données. Alors, là, c'est peut-être pas le cas de ce dont on parle, mais il y a des données qui ont un caractère stratégique ou qui relèvent de données personnelles, un caractère personnel qui relève du RGPD, etc. Donc, on doit aussi avoir une attention particulière par rapport à ça, indépendamment du contexte public-privé dans lequel là on est, qui fait que sur chacun des périmètres, on doit être en mesure d'identifier ce qui a vocation à être rendu partageable et proposé aussi interopérable que possible avec des sources existantes, de ce qui a vocation à être traité de façon pas forcément confidentielle, mais au moins contractuelle, parce que ne rentre pas dans le cadre de l'open data au sens un peu strict du terme. D'accord, ok, merci. On continue. Officiellement, on avait le droit d'aller jusqu'à midi. Il nous reste 10 minutes, 10 bonnes minutes. Donc, si certains d'entre vous ont encore des questions ou des remarques à faire, c'est pas forcément que des questions, ça peut être un regard un peu critique sur ce qui est conduit pour l'instant, de façon à ce que, si on considère que vous avez des bonnes idées, on puisse justement rectifier le tir. Moi, j'ai pas de remarque particulière. Je pense qu'effectivement, c'est un gros sujet, enfin, autour du PEPR. Enfin, en tout cas, vous avez embarqué, enfin, en tout cas, le fait de voir large, c'est vraiment utile. Et en même temps, c'est tellement large qu'il ne faudra pas vous faire avec un budget limité et des moyens qui sont ceux que les différentes personnes ici ou ailleurs pourront mettre en place. Donc, je pense que je comprends votre exercice un peu d'équilibriste entre faire large et œuvrer pour le bien commun d'un côté, enfin, le plus large possible le bien commun, et de l'autre côté, avoir des demandes particulières, spécifiques, qui pourraient être en partie chronophages. Voilà, bon, donc... Oui, c'est tout à fait un jeu d'équilibre. Après, je perds l'idée. Ce que je voulais dire, c'était la question des lignes directrices faire. Je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel ça va nous aider à nous structurer tous, parce qu'en fait, on va comprendre quels sont les standards qu'on doit utiliser. C'est quand même assez, comment dire, c'est du bon sens, en fait. Hein. C'est d'arriver à pousser le fait qu'il faut qu'on travaille
ensemble sur les mêmes standards, qui de toute façon sont de fait. Hein, la norme géographique, de toute façon, on va pas la changer, elle est internationale et voilà, tous les systèmes spatialisés travaillent avec ça, donc mais voilà, ça devient incontournable. Par contre, il y a des endroits où on va avoir forcément aucune indication. Donc là, c'est des questions qu'on va avoir à se poser. Soit c'est de la veille à l'international, ou c'est de la co-construction quelque part. Bon, c'est là où on va être aussi avec un paysage un petit peu bigarré, mais au moins arriver à fixer ce qui existe déjà. On va pas, il faut s'appuyer dessus pour aller plus loin et progresser. Ça, c'est clair. Après, au niveau toujours de ces lignes directrices, en fait, c'est tout un cadre autour de la gouvernance des données. Donc, moi, je me suis pas en fait présentée au départ. Je m'en excuse. Donc, moi, je suis ingénieur de recherche donc en informatique et plus précisément, ça fait 10 ans que je travaille sur le volet données et sur le volet Open Science, Open Research Data, tout ce qui est autour des dispositifs socio-techniques, des observatoires, en fait, scientifiques, et toute la question de la donnée qui est brassée, des modèles et de l'information qui est diffusée. Et donc, en fait, on se retrouve dans un écosystème, donc un système socio-technique, avec toutes ces questions qui arrivent, à la fois du juridique, du contractuel, de la mise à disposition, de communauté, du savoir-faire. Et donc, en fait, c'est cet ensemble-là, quelque part, que l'on a retraité dans une autre forme au niveau du PEPR. Et donc, les mécanismes qui président à ces questions-là autour des communautés, c'est des choses qu'on a déjà brassées à Tétis, l'unité de recherche où je suis. Et donc, on va s'appuyer aussi sur des éléments existants pour progresser et aller plus loin. Donc, on part pas de la feuille blanche, heureusement, et on va essayer de s'appuyer sur tout ce qui a déjà été sécurisé et qui a fait preuve, en fait, au niveau des observatoires notamment, mais pas que. Philippe, tu avais tenté de lever la main, je crois. Oui, je me posais la question de savoir si dans les expressions d'intérêt, il y avait eu des demandes pour les parties VRE, ces types d'environnement-là, si des gens s'étaient posé la question à ce stade de mobiliser ce type de techno. Pas vraiment en termes de besoins, mais en revanche, en termes de services, comme a présenté Sophie. Les collègues du CNES nous proposent collectivement des services qui comportent des composantes VRE. Voilà. Et du coup, ça fait, j'enchaîne juste là-dessus parce que ça me renvoie à une autre question que j'avais sur l'aspect trans-institutionnel, quoi. C'est-à-dire, en gros, les services peuvent être proposés. Je sais, par exemple, à INRAE, il y a il y a une direction pour la science ouverte, quoi, qui propose tout un tas d'outils, de communication, de formation, qui accompagnent les gens justement pour faire de la science ouverte. Et je m'étais dit dans quelle mesure, en fait, finalement, ce PC-là, il a vocation à exploiter ces ressources-là, mais du fait que c'est quelque chose qui adresse plus large que l'institution, on va se confronter au problème de dire quelque chose qui est proposé par le CNES, c'est autorisé pour les gens du CNES et peut-être que eux, et quelque chose qui est proposé par INRAE, c'est que pour INRAE, et ainsi de suite, quoi. Voilà, alors là, moi, ce que je peux dire d'ores et déjà, c'est-à-dire qu'on va identifier forcément les services offerts par les institutions. Ça veut dire que les collègues INRAE, par exemple, vont savoir qu'ils peuvent se tourner sur un service dont ils n'avaient pas connaissance, voilà, à INRAE, au CIRAD, peut-être au CNRS, etc. Après, le deuxième cran qu'on vise, c'est plutôt le niveau mésocentre. Donc, c'est les mésocentres en région, qui sont les data centers, les services de calcul et autres services numériques qui se mettent en place au niveau national et pour lequel c'est pareil, on va travailler une identification. Donc, il y a des choses qui existent déjà sur Internet, où vous pouvez taper, vous trouverez mésocentre, etc. Et vous allez voir en fait les services qui apparaissent. Et donc, il y a des régions qui sont plus dotées que d'autres parce ils ont démarré plus tôt leur centre de service, leur data center, etc. Et donc, on a aussi à décrypter tout ça. Et donc là, ce sont des offres vers lesquelles on pourrait aussi faire tourner adresser les communautés selon les régions, selon ce que l'on traite, vers ces mésocentres. La question, c'est les modalités derrière. C'est comment on peut interagir. Et donc, toujours ce fameux Work Package 1 qui va aider à décrypter et aller discuter avec les mésocentres là-dessus. Alors, on a déjà des discussions qu'on a commencées, par exemple à Montpellier.
On a un mésocentre à Montpellier qui se construit avec des services à bâtir. Et du coup, c'est l'idée d'aller discuter avec eux sur l'aspect VRE notamment, parce qu'on n'a pas que les VRE pour la télédétection, pour l'imagerie satellitaire, etc. On peut en avoir besoin pour du big data sur les réseaux sociaux, par exemple. Voyez. Et donc, en fait, il y a une demande dans les bassins régionaux sur lesquels on va pouvoir finalement peut-être s'appuyer aussi. C'est-à-dire que par exemple, si voilà, mais justement à Montpellier, ben ils se mettent à fond sur le volet réseau social, Twitter, etc., sur du mining ou sur de la recherche, etc., on va pouvoir peut-être proposer du VRE typé en fonction des demandes des PC. Et ce sont des éléments qui nous ont été un petit peu demandés, ou en tout cas dans les discussions, on a fait émerger ce genre d'aspect. Donc en fait, il y a ce cran-là. Et le troisième cran, ben, c'est les infrastructures de recherche, donc notamment Dataterra, hein, qu'on évoquait tout à l'heure, qui offre aussi des services. Alors, plus spécifiques sur la télédétection, l'imagerie satellitaire, etc. Mais pas que. Il y a du big data, donc c'est peut-être intégrer des données de référence, des données de je ne sais où. Donc, en fait, il y a aussi cet exercice multidimensionnel. Et à plusieurs niveaux, avec les infras, les mésocentres et les services institutionnels. Voilà. Et pour compléter ceci, là, toujours sur la question VRE et des infrastructures nationales, donc dans le cadre du projet Equipex Plus Gaia Data, on en a un tout petit peu parlé, je pense, dans la présentation, il y a une opération forte qui implique beaucoup d'organismes travaillant dans le cadre du périmètre Dataterra sur la question spécifique des VRE. C'est construit actuellement sous forme de use case, il y a différents use cases. Alors, il n'y en a pas un qui nous implique directement en termes de contributeurs Forest, mais néanmoins, il y en a un qui est porté par Teia sur des questions de valorisation des données de détection sur des territoires ou des écosystèmes forestiers pour avoir des informations sur la biomasse, la santé des forêts, les incendies, etc. Donc, on le suit d'un œil assez attentif, même si on n'est pas officiellement en interaction sur sa construction. Et on peut penser que quand ce use case, alors au moins pour la valorisation des données issues de télédétection, hein, on n'a pas que ça à traiter, mais au moins pour ce périmètre, ce use case en termes de VRE porté actuellement par Dataterra et plus spécifiquement le pôle TEIA sera particulièrement adapté à être remobilisé pour nos besoins et aussi étendu en matière de périmètre de service à des données qui viennent du terrain et pas simplement de télédétection. 56 à notre pendule. On a encore 1 ou 2 minutes si vous voulez, hein, voire 4 ou 3 maintenant. N'hésitez pas. Si des idées ou des questions vous passent par la tête après qu'on ait raccroché, envoyez-nous un courriel. Hein, Oui. c'est possible. La session est enregistrée, comme on l'a dit en début de séance, donc je pense qu'elle sera accessible via le portail du PEPR d'ici quelques temps. Et donc après, je pense qu'on reviendra vers les collectifs, en tout cas, en 2024, alors ça sera courant janvier ou février. Ça, c'est en fait le timing administratif aussi qui va nous poser des questions. On risque d'être un peu polarisé là-dessus à partir de 2024 pour après pouvoir démarrer officiellement et concrètement avec les collègues et la communauté. Voilà, bon, je pense qu'on aura une information et qu'on pourra diffuser. Alors là, il y a toute une équipe qu'on a rencontrée, et surtout le volet communication du PEPR global, les réseaux sociaux, le site internet qui va évoluer. Donc en fait, il y a tout ça aussi qui va se mettre en place, et ce seront des moyens pour aussi diffuser de l'information. Donc c'est tout ce qui va se caler là, hein, à partir du premier trimestre, voilà, prochain. Bon, on va peut-être souhaiter bon appétit. Merci beaucoup. Merci à Bonne vous. journée. Bonne journée. Bonne journée, merci. À bientôt. Bonne Au journée. revoir. Au revoir. Au revoir.